passionnés de crypto à un moment acheté du Bitcoin. Pour la plupart, c'est même parfois la toute première crypto-monnaie qu'ils acquièrent. Mais savez-vous comment sont produits ces Bitcoins que vous achetez? Quels sont les acteurs derrière le minage du Bitcoin? Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Sébastien Gouspillou, un pionnier dans le domaine. Aborder en sa présence avec prudence les thèmes centrales à sous-régime ou surproduction électrique, car vous risquez de vous lever le lendemain et être le voisin d'une ferme de minage de Bitcoin. Il est le patron de Big Block Data Center, une compagnie spécialisée dans le minage de Bitcoin. Il est un acteur majeur du minage de Bitcoin en Europe. C'est un Bitcoiner de la première heure, avec justement de nombreuses fermes de minage à son actif. Il est notamment implanté en RDC à côté, au Nord Kivu. Il est également présent au Salvador, le tout premier pays à adopter le Bitcoin pour monnaie légale, et dans de nombreux autres pays. Et aujourd'hui, il est présent au Cameroun et nous avons le plaisir de le recevoir dans Things, le podcast. Sébastien Gouspillou, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de ce podcast, Things, le podcast. C'est un podcast où nous ambitionnons de parler des grands sujets en ce qui concerne la crypto en Afrique. Et c'est justement un honneur de recevoir une personnalité, un pionnier du Bitcoin comme vous dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos spectateurs justement et nous expliquer à quoi consiste votre activité? Oui, merci de me recevoir. C'est moi qui suis honoré d'être avec vous aujourd'hui. Donc je suis Sébastien Gouspillou, je suis le fondateur de Big Block Data Center et de Big Block Green Services, qui sont deux entreprises de mining. Et effectivement, comme tu l'as dit, on est présent en Afrique depuis 4 ans maintenant. On a commencé par le Congo RDC, le Nord Kivu. Oui. Donc on a commencé par le plus dur, hein. C'est une zone très compliquée à travailler. Là, on vient de concrétiser des accords avec le Congo-Brazza. On démarre très bientôt. Et puis on espère démarrer dans d'autres pays d'Afrique, et notamment ici au Cameroun. Donc c'était le but de ma visite. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet en Afrique, au Cameroun, pardon. Et là, on espère bien qu'on a finalisé et qu'on va avancer assez rapidement. Donc on devrait se revoir. D'accord, justement, je l'espère bien. J'espère justement qu'on aura l'occasion de vous accompagner dans un éventuel déploiement pour montrer justement à la communauté locale à quoi ressemble une ferme de minage de Bitcoin, pour montrer comment sont produits ces Bitcoins, ces projets Bitcoin qu'ils apprécient tant qu'ils utilisent au quotidien. On espère pouvoir vous faire visiter rapidement une ferme de minage et ça sera exceptionnel parce que très peu de Bitcoiners ont la chance de pouvoir visiter des fermes de mining. Nous en France par exemple, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Hein, donc, pratiquement, dans il n'y en a plus France. du tout. Non, bien sûr, l'électricité est beaucoup trop cher parce qu'il n'y a pas de surplus. Oui. Et toi, tu l'as compris, mais on va expliquer ça à tes auditeurs. Il faut qu'il y ait un excès d'électricité à un endroit pour que le mining soit intéressant. D'accord. Il y a peut-être également des novices qui vont regarder cette vidéo et qui pourraient se demander mais de quoi ils sont en train de parler, c'est quoi le mining de Bitcoin? Oui. Comment on peut miner? Le minage, généralement, on l'associe à une activité extractrice. On voit un peu les images dans notre tête où il y a une personne qui creuse avec une pioche pour extraire quelque chose de la terre. Mais lorsqu'on parle de mining de Bitcoin, le Bitcoin l'associe plus, c'est quelque chose de numérique. Comment on peut miner quelque chose de numérique? Ouais, alors, le terme minage, c'est un terme qui vient d'un rapprochement avec l'or, parce qu'on estime et dès le début du protocole, tout le monde a estimé que c'était une nouvelle forme d'or, de l'or numérique. Et donc on a repris les mêmes termes que pour l'or, c'est-à-dire qu'on a parlé de minage ou de mining, mais en fait ça n'a rien à voir avec une activité physique, on n'a pas de pioche. Le mining, c'est tous les ordinateurs du monde qui sécurisent le réseau Bitcoin. C'est le principe de la proof of work. Alors, si tu as des auditeurs qui sont crypto mais moins Bitcoin, il y a d'autres protocoles comme la proof of stake par exemple sur Ethereum, oui, qui n'a pas besoin de cette débauche d'énergie pour sécuriser le réseau. La proof of work est un protocole qui a fait ses preuves, qui est extrêmement solide, qui est à mon avis indestructible aujourd'hui dans le cadre du Bitcoin. Oui. Et donc tous ces ordinateurs sécurisent le réseau, font que le réseau est fiable et donc permettent d'avoir ces échanges sans aucun intermédiaire. Voilà, c'est les machines qui font le boulot, les ordinateurs. Enfin, c'est des serveurs, quoi. Et on appelle ça, c'est des machines spécifiques, on appelle ça des ASIC. Des ASIC. Et justement, ces machines sont très gourmandes en électricité. Et cette électricité, justement, puisque vous devez produire du Bitcoin, c'est un peu comme si vous avez une industrie, vous avez de la matière première que vous achetez qui est l'électricité.
vous utilisez également la connexion Internet, vous avez des employés à payer. Et justement, d'un côté, vous avez ces charges-là, et de l'autre côté, maintenant, vous produisez le Bitcoin qui, lui, doit être rentable. Donc, forcément, vous devez chercher la matière première moins chère, c'est-à-dire l'électricité. Et si je comprends bien également, dans les pays où vous arrivez, l'objectif, c'est de trouver de l'électricité qui est moins chère. C'est à peu près ça? Oui, exact. En fait, l'idée, c'est de trouver de l'électricité qui est disponible. Pour vous donner une idée, dans le monde, aujourd'hui, on estime que la totalité des outils de production électrique, tout type d'énergie confondue, c'est-à-dire les centrales au pétrole, les centrales au charbon, les centrales nucléaires, les centrales hydroélectriques, le solaire, l'éolien, tout confondu, la géothermie, Oui. permettrait de produire 4 fois plus d'électricité que ce que le monde absorbe. Or, dans la plupart des pays, on est en manque d'électricité. Oui. Parce que on a du mal à comprendre ça, mais les kilowattheures, ça ne s'envoie pas par des ondes hertziennes, hein. Il faut des câbles pour le transporter. pour que l'offre, oui voilà, pour le transporter, pour que l'offre rejoigne la demande. Oui. Et avant qu'un réseau soit parfaitement maillé et que l'offre corresponde à la demande, c'est très long et c'est souvent très difficile. Nous, on a l'exemple de la Finlande, vous voyez, on va sortir de l'Afrique. Oui. On a des conteneurs en Finlande depuis un peu moins d'un an, parce que la Finlande vient de construire une centrale nucléaire et de la mettre en service, un Oui. EPR. Mhm. Et d'un seul coup, pour ce pays, la Finlande, une nouvelle centrale nucléaire, c'est énormément d'électricité en plus. Donc, il y a toute une période où il va y avoir trop d'électricité. Oui. Et après, selon l'interconnexion du pays, avec les pays voisins, on va pouvoir mettre sur les réseaux la totalité de la production de cette centrale ou pas. Et en Afrique, on est sur un continent où l'électricité est encore très peu accessible pour la population. Je crois que tu m'as dit tout à l'heure qu'au Cameroun, c'était 70% de la population. C'est énorme, hein, pour un pays d'Afrique. Tu vois, en RDC, c'est 8% de la population qui a accès à l'électricité. Oh là là. Donc, peut-être pas dans toute la RDC, mais dans la région où je suis moi, c'est le cas, quoi. Oui. Il n'y a que les grandes villes qui ont l'électricité. Les petites villes l'ont pas, les villages l'ont pas. Et je pense que le pourcentage global pour la RDC doit être autour des 28%. Oui, c'est fort possible parce que Kinshasa est énorme et Kinshasa est électrifié. Oui. Maintenant, Goma a aussi l'électricité grâce à Virunga Energy. Donc, en tout cas, voilà, les réseaux sont en train de se construire, les centrales sont en train de pousser. Je connais plus d'une dizaine de projets de barrages hydroélectriques qui sont en train d'être créés ici en Afrique. J'en connais 2 au Cameroun qui ne sont pas encore ouverts. Il y a Nachigal qui ouvre bientôt. Donc, ces nouvelles centrales qui ouvrent vont offrir une capacité de production qui va faire qu'elles vont être en extra capacité au début. Ça peut paraître surprenant, mais c'est toujours comme ça parce qu'il faut adapter les réseaux à ce nouvel outil qui arrive. Et donc on va avoir ponctuellement, ça veut dire que le moins longtemps possible, mais il va y avoir trop d'électricité à un endroit et de l'autre côté du pays, on en manque, on le sait. Mais nous, on vient absorber le trop d'électricité qu'il y a, on l'achète et ça permet de réaliser du chiffre d'affaires pour les entreprises qui exploitent ces outils et de leur donner de la souplesse pour pouvoir développer plus vite les réseaux, par exemple, 50 ans. Donc la souplesse du mining et puis aussi la souplesse en termes d'exigence, c'est-à-dire que notre outil électrique peut se permettre d'être coupé. Si tu crées une usine d'aluminium qui va être aussi gourmande en électricité, par exemple, si tu la coupes 4 heures, toute ton usine est foutue. L'aluminium se fige et tu perds tes milliards d'investissements. Si tu fais un data center, là j'énumère tout ce qui est électro-intensif, c'est-à-dire qu'absorbe beaucoup d'électricité. Oui. Le data center, c'est connu pour être un vrai gouffre énergétique. Oui. Mais le data center, lui, c'est très pointu. Il ne peut pas s'arrêter du tout. Donc il lui faut absolument 2 alimentations électriques distinctes et des batteries. Nous, une seule alimentation électrique, même si elle s'arrête, c'est pas un problème. On arrête de miner pendant le temps qu'on nous coupe l'électricité. Oui. On perd du chiffre d'affaires, mais on ne perd rien de grave. On ne perd pas les données comme un data center pourrait les perdre. Oui. Donc c'est une solution extrêmement souple que les électriciens découvrent et que les électriciens ici en Afrique découvrent et qui leur semble être une aubaine, une opportunité incroyable. Et on l'a prouvé au Virunga avec une centrale qui venait d'ouvrir, qui faisait 15 mégas. À un moment où il n'y avait pas du tout encore la demande, les réseaux n'étaient pas tirés. Et en plus, la région est devenue très très violente, donc ça freine le déploiement des réseaux. Oui. Et donc on s'est installé sur cette centrale et on lui apporte des fonds tous les mois qui lui sont indispensables, incontournables aujourd'hui. Justement, l'une des préoccupations que j'avais, en tout cas en abordant cette interview, c'était que nous sommes dans un pays, comme vous l'avez justement mentionné, et on en a discuté tout à l'heure, nous sommes dans un pays où, dans une même journée, on peut avoir 3 coupures d'électricité. Il y a des zones reculées qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Et même dans la capitale,
politique et la capitale économique à côté, voilà, on a des industries, on a des activités économiques justement qui ont besoin d'électricité, mais ce besoin-là est criant, mais il y a un manque. Est-ce que nous surproduisons de l'électricité avant que dans une capitale politique, nous n'arrivons pas à avoir de l'électricité? C'est souvent ce qui nous est opposé par les gens qui ne comprennent pas le Bitcoin. Ils disent, mais cette électricité que vous prenez, pourquoi vous ne la donnez pas aux populations? Justement. Et ça ne se distribue pas par la poste. Voilà, ça ne se distribue pas comme le téléphone sur des ondes. Il faut des câbles. Et un câble, plus il est long, plus il y a une déperdition d'électricité. Oui. Donc on peut, sur un pays immense comme le Cameroun, tu ne mets pas une centrale complètement à l'ouest du pays pour alimenter l'est du pays. Oui. De la même manière, le nord et le sud, tu ne peux pas l'alimenter avec la même centrale. Donc la centrale Donc, qui est il y a des réseaux, il y a un réseau sud et il y a un réseau nord au Cameroun, si j'ai bien compris. Oui. Et pour l'instant, l'interconnexion n'est pas totale, ce qui est normal. Et surtout, la centrale du sud ne va jamais alimenter le nord parce qu'il y aurait trop de déperdition énergétique. Oui. Donc on parle de petits réseaux locaux qui vont alimenter la localité, la région. Mais on ne peut pas imaginer, admettons qu'on n'ait pas de centrale hydroélectrique et qu'on fasse du nucléaire. Oui. On met 10 centrales nucléaires dans le sud du pays, il y a de quoi alimenter tout le pays. Oui. Mais tu vas avoir une déperdition énergétique importante et c'est pas l'idéal. Il vaudrait mieux en mettre 5 en bas et 5 en haut, tu vois. Oui. Et on les met où on veut, les centrales nucléaires. Enfin, je veux dire, on les met où on veut. T'as pas la même dépendance à la géographie que pour une centrale hydroélectrique qui, elle, va être dépendante du fleuve, de la puissance fluviale. Donc tu peux pas la mettre près d'une ville si la ville n'est pas près d'un fleuve. Il faut que ce soit loin, il faut que ce soit là où il y a l'eau, et du coup, il faut tirer les réseaux, c'est long. Donc toute l'interconnexion se fera. Moi, je suis convaincu que dans 20 ans, le Cameroun aura une carte de l'électricité extrêmement bien maillée, comme ce qu'on peut avoir en France, par exemple. Mais on n'en est pas encore là. Et donc, à chaque nouvelle centrale qui va sortir, il va y avoir de l'extra-capacité. Oui, c'est systématique. C'est dans tous les pays, c'est pas juste en Afrique, c'est dans tous les pays comme ça. Okay. J'ai cité l'exemple de la Finlande, tu vois, oui, ça existe en Europe aussi. Donc à l'instant justement où il y a un barrage qui est installé peut-être dans le sud, avec justement Nachtigal qui va bientôt entrer en service, à l'instant où le barrage entre en service, il n'a pas le réseau électrique n'est pas encore totalement déployé pour permettre de transporter tout ce qui est produit en termes d'électricité jusqu'aux grandes villes. Donc maintenant, entre le temps où le gouvernement met le barrage sur pied et le temps où également le gouvernement va mettre l'ensemble du réseau électrique pour transporter l'électricité du sud, par exemple, puisque tous les barrages, la plupart des barrages au Cameroun sont dans le grand sud, vers les grandes villes. Il y a ces centrales-là fonctionnent en sous-régime, c'est-à-dire elles ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité. Si elles peuvent produire, je ne sais pas moi, 100 mégawatts ou 100 kilowatts. C'est des mégas qu'on... Voilà, c'est le méga, ok. Voilà, si la centrale peut par exemple produire 100 mégawatts, voilà, elle va en produire 40, puisqu'il ne faut pas produire plus que ce qu'on ne consomme. Donc, tout le travail que fait Sébastien Gouspillot et son équipe, c'est justement de venir s'implanter là où il y a cette sous-production par rapport à ce que le barrage est en capacité de faire, pour permettre déjà à l'entreprise qui gère le barrage de rentabiliser sur ce manque à gagner là. Donc, pendant tout le temps où ils n'ont pas encore déployé le réseau, il y a cette ferme de minage qui va consommer l'électricité en trop qu'ils peuvent produire et permettre justement à l'entreprise de générer de la plus-value. Tu as tout compris, on appelle ça une batterie électrique. Et surtout pour rassurer, toujours on explique à nos partenaires électriciens qu'on ne sera jamais un boulet pour le pays parce qu'on est très souple, on peut partir très facilement. Oui. Et en fait le risque, ça serait que ce client mineur devienne tellement intéressant pour l'électricien parce que on paye rubis sur l'ongle, ils sont sûrs d'être payés de nos factures. Oui. Une fois qu'on est là et qu'on lui consomme beaucoup d'électricité, il pourrait se dire pourquoi je vais m'embêter à tirer des réseaux pour alimenter les populations? Ce client-là me satisfait pleinement. En fait, pourquoi il va quand même aller chercher l'industrie locale, les commerces locaux et la population? Parce que justement, on paye l'électricité au prix d'un surplus. Oui. Et dès lors que ça ne devient plus un surplus, qu'il a une demande possible et identifiée, il va vendre son électricité 10 fois plus cher qu'à nous. Donc il a tout intérêt à nous virer très vite. Très rapidement. Et c'est très important à nous dans nos négociations, parce qu'en ce moment, le mining s'est tendu, il y a une compétition énorme, mais quand on était en plein bull run en 2021, même avec une électricité très très chère, c'était rentable. Et donc on pouvait être moins exigeant sur nos achats d'électricité avec un prix très bas. Mais on est resté très exigeant pour cette raison-là. Pas uniquement pour une raison économique, mais pour se rassurer sur le fait que l'électricien ne se contenterait pas de nous à aucun moment. Nous, notre propos, c'est pas de freiner le développement de l'électricité en Afrique. Au contraire, c'est de la soutenir.
Donc, si on achète de l'électricité trop chère, on freine le déploiement. Oui. Parce que le réflexe de l'électricien, c'est de dire ce client-là, c'est un bon client. Je veux Il pas paye le perdre, l'électricité ouais. un peu moins cher que la population, mais il m'en achète beaucoup plus, donc je le garde. Or, on doit acheter de l'électricité vraiment beaucoup moins cher que la population pour qu'il n'ait pas envie de me garder. Oui. Et ça, c'est déterminant dans notre modèle économique. Et c'est ce qui permet de convaincre les autorités que on ne sera jamais un boulet au pied du pays, qu'on n'est vraiment qu'une béquille à un moment où il en a besoin, et quand il n'a plus besoin de nous, on s'en va. Oui, et justement, c'est important de le mentionner dans un pays comme le nôtre parce que c'est un point qui pourrait susciter beaucoup Bien sûr. d'incompréhension. Bien sûr, mais c'est très. Et je ne suis pas sûr que même après le podcast, les gens auront forcément compris. Ils se diront, mais quand même, ces mineurs, ils nous piquent notre électricité. On l'a vu, j'ai fait une conférence ici à Yaoundé il y a quelques jours. Et à la fin, il y a eu une question d'un garçon qui est pourtant est brillant. Hein, c'est un garçon qui a fait beaucoup d'études et tout. Et il m'a dit, cette électricité, on pourrait quand même s'en servir pour faire autre chose. Et je dis, mais t'as pas écouté la conférence? Et donc, comme quoi, c'est très compliqué à comprendre. Mais parce que ça heurte nos certitudes, on se dit, s'il y a de l'électricité disponible, il n'y a pas de raison qu'il y ait des pannes d'électricité. Oui. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Au-delà de la centrale qui produit, il y a tout le réseau. Le réseau, c'est pas juste les câbles, c'est tous les transformateurs régionaux, les sous-transformateurs, les substations, les postes, tu vois, les gros postes que tu vois. Oui, avec tous les postes de Donc, transformation. Voilà, c'est pas juste construire le barrage ou la centrale au fil de l'eau, c'est tout ce qu'il y a derrière après pour distribuer cette électricité. Justement, donc, En revanche, tu as très bien dit quelque chose, c'est que l'électricité, elle n'est pas produite parce que l'outil est trop gros. Oui. On met juste les turbines en arrêt. oui. Mais on ne peut pas produire de l'électricité qu'on ne sait pas consommer. Hein. Ça, les gens pensent qu'il suffit de mettre un câble dans la terre et tout, mais non. L'électricité, si on n'a pas le client, si on n'a pas un endroit pour la transformer en chaleur, s'il n'y a pas une résistance quelque part, on ne peut effectivement pas la produire. Donc on est obligé de mettre en pause. Justement, parce que c'est assez important pour le mentionner. Avant le mining, le Bitcoin, toutes ces centrales justement qui existent, hydroélectriques ou voilà, nucléaires ou quoi que ce soit qui existent dans le monde, qui sont peut-être en sous-régime, qui fonctionnent à 40% ou alors à 60% de leur capacité, n'avaient pas de moyens viables pour rentabiliser ce pourcentage restant. Vous avez justement mentionné les data centers qui sont assez compliqués à implémenter puisqu'il faut deux solutions, en tout cas une solution électrique principale et une solution de backup. Absolument. Et qui sont également très capricieuses puisque s'il y a une coupure, s'il y a un moment où l'électricité n'est pas disponible, il y a des données qui sont perdues. Oui, c'est une catastrophe pour un data center d'être coupé, alors que nous, on peut être coupé. Oui, à n'importe quel moment. Il y a un paramètre de flexibilité. Énorme paramètre de flexibilité. Le mining apporte vient combler, en tout cas, est beaucoup plus flexible que ces solutions-là. Et apporte à l'entreprise, en tout cas, qui gère le barrage, une source de revenus stable pour pouvoir s'étendre plus tard. Exactement. Et donc cette souplesse-là, oui, d'abord sur la durée, parce qu'effectivement, on peut ne rester que 2 ou 3 ans dans le pays, c'est pas très grave, ou même dans la région, parce que très souvent, si on rentre dans un pays comme le Cameroun, et là où on s'installe aujourd'hui, on va nous dire peut-être dans 3 ans, il n'y a plus besoin de vous là, mais on risque d'avoir besoin de vous ailleurs, oui. Parce qu'on a encore d'autres projets de barrage. Donc voilà, cette solution est très souple, c'est vraiment tout nouveau. Je ne vois pas une industrie arriver pour s'installer pour 3 ans, ça c'est sûr. Et nous, on peut faire ça, on peut le promettre à l'électricien. Et voilà, c'est une aubaine pour le renouvelable, parce que ça ne marche pas de la même manière pour le pétrole. Tu vois, si tu as une centrale au pétrole et qu'elle tourne à 40% de sa production, tant mieux, pendant ce temps-là, elle ne pollue pas. Et donc on ne peut pas parler là de surplus. Oui. Mais sur une centrale hydroélectrique, en fait, on ouvre les vannes et on laisse partir l'eau. Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux les faire tourner, les turbines, et réussir à vendre le produit de cet outil, qui est un outil qui appartient au pays, qui coûte extrêmement cher, qui crée de la dette. Donc autant la rembourser le plus vite possible, bien sûr. D'accord. Donc prenons un cas pratique justement pour mieux illustrer le travail que vous faites. Nous avons le barrage de Nachtigal qui entre en service bientôt. Donc, lorsque ce barrage va entrer en service, voilà, on va également supposer que l'ensemble en tout cas du réseau électrique pour transporter l'électricité qui sera produite là-bas jusqu'aux grandes villes, jusqu'au site de consommation, en tout cas les villages voisins, n'est pas encore complètement déployé. Et c'est aussi un problème que nous avons au Cameroun avec les barrages qui existent actuellement. Donc, vous vous implantez au niveau à côté de Nachtigal et avec voilà, des fermes de minage de Bitcoin pour consommer l'électricité le temps que Nachtigal déploie, en tout cas que le gouvernement... Qui est 100% d'une demande
en rapport avec sa capacité de d'offre. production. Alors je ne sais pas encore si on ira sur ce barrage-là, ça se trouve ils vont pouvoir tout de suite hypothèse, justement. envoyer 100%, oui. Je le souhaite, mais je connais très peu de cas où c'est possible. Oui. Donc il est fort possible qu'à terme on ait aussi une demande là-bas. Pour l'instant c'est pas là qu'on compte s'implanter. Voilà. C'est encore sur un autre outil dont on sait qu'il bosse à moitié de sa capacité aujourd'hui. Oui. Alors ça ne veut pas dire qu'il va faire ça longtemps, mais pour l'instant il y a du surplus, donc on va aller là. Justement, donc c'est un peu l'hypothèse que nous prenons, c'est que dans au départ, c'est un sous-régime puisque la consommation locale ne permet pas de combler la capacité de production du barrage. Donc vous implantez peut-être pour 2 ans, mais si après 2 ans maintenant tout le réseau est déployé, qu'est-ce que vous faites? On ira ailleurs, on ira ailleurs. Ou ailleurs en Afrique, ou ailleurs dans le pays, si un nouveau besoin se fait sentir, parce que après Natchigal, il y a un autre projet de barrage qui va arriver bientôt aussi au Cameroun. Donc, oui. En même temps, la croissance démographique est très forte, donc on construit toujours plus gros que la demande à un moment T. C'est-à-dire que si je lance mon projet de construction de barrage en 2017, c'est long à construire. Hein. Oui. Quand il va être fini de construire en 2021, 2022, 2024, la population aura peut-être augmenté de 20%. Donc il faut qu'il ait été conçu trop gros au départ. Pour anticiper sur une croissance démographique. Alors parfois ça ne se rejoint pas complètement et là il y a de la place pour du mining. Des fois ça se rejoint complètement et même le barrage a été prévu trop petit et il faut refaire. En tout cas, nous comprenons que c'est une solution qui vient en complément du travail qui est fait par les autorités. Donc ça ne vient pas pomper l'électricité dont les gens auraient besoin. Ça vient au contraire apporter une source de revenus supplémentaires au gouvernement dans le travail qu'il fait pour déployer l'électricité et pour en tout cas fournir l'électricité aux citoyens camerounais. Nous avons beaucoup parlé de mining, nous avons beaucoup parlé d'électricité et les gens pourraient se demander mais on est sur une chaîne de crypto, on est sur une chaîne d'ingénierie. Bon, vous êtes bien sur une chaîne crypto et justement nous allons un peu plus parler de Bitcoin. En septembre 2021, en plein boom des cryptos avec énormément de couverture médiatique, avec ce que beaucoup appellent dans l'écosystème le bull run, un pays qui pour beaucoup était jusque-là dans l'ombre, voilà, a tout d'un coup suscité l'attention du monde entier. Ce pays, c'est justement le Salvador qui a adopté pour monnaie légale le Bitcoin. Ça a été justement le tout premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Quel regard portez-vous sur l'adoption du Bitcoin par le Salvador? Moi, c'était un coup de génie du président Bukele qui a été réélu cette nuit. Je ne sais pas si tu as vu, avec 85% minimum de voix. Donc son peuple le suit dans cette adoption. Contrairement à ce qu'on va pouvoir lire dans la presse, ils vont dire que l'adoption du Bitcoin est un échec. Si c'était un échec, il serait sanctionné par les urnes, évidemment. Oui. C'était un coup de génie dans la mesure où, d'abord, il faut savoir qu'il y avait une problématique particulière au Salvador, c'est que les gens n'ont pas de banque. Je crois qu'à l'époque, c'était 70% de la population qui n'avait pas accès au système bancaire, donc on appelle ça une débancarisation énorme de la population. Et avec le Bitcoin, avec le portefeuille Chivo, le président Bukele a permis à tous ces gens-là d'avoir une inclusion financière. Ils n'en ont pas forcément besoin, mais elle est là, elle existe. Aujourd'hui, ils ont la capacité avec ce portefeuille, qu'ils ont pu transformer dans tout autre portefeuille crypto, de pouvoir faire des échanges internationaux. Chose qui leur était totalement interdite, puisqu'ils n'avaient pas de banque. Donc, en ça, c'était assez génial, parce que ça répondait à un vrai besoin du pays. Et puis surtout, il a créé un capital sympathie auprès de tous les bitcoiners du monde entier, qui sont quand même une grosse force financière et politique aujourd'hui. Et donc, ça a énormément boosté l'économie de son pays, parce que ça a créé un tourisme nouveau, un tourisme qui n'existait pas. Et il a réussi à faire coïncider ça avec une sécurisation de son pays, qui était le plus violent et le plus dangereux d'Amérique du Sud. Mais vraiment, c'était un coupe-gorge, ce pays. Il l'a totalement sécurisé. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus sûrs du monde. C'est le pays le plus sûr de tout le continent américain, en tout cas. Et donc, tous ces facteurs ont fait qu'aujourd'hui, le pays a une vraie poussée économique et puis une vraie motivation des habitants. Voilà, il y a beaucoup d'espoir qui est né de ce président, de son action. Le Bitcoin fait partie de ses actions. Pour beaucoup de Salvadoriens, ce n'est pas central, parce qu'ils ne s'en servent pas du Bitcoin, ils n'ont pas forcément ultra intégré. Pour d'autres, ils ont compris que c'était une décision qui avait été centrale, parce que c'est ce qui avait fait sortir le pays de son anonymat total, oui, comme tu l'as dit. Et il a pris des risques de
s'attaquer au dollar, parce que leur monnaie unique, ils n'avaient pas leur propre monnaie au Salvador. Ils avaient décidé d'abandonner le colon et d'utiliser plus que le dollar depuis des années et des années. Donc maintenant, il y a le dollar et le bitcoin. Donc vous pouvez se dire, ce gars-là va se faire flinguer par la CIA. Et puis non. Et puis après, le FMI a tapé sur le Salvador énormément en disant, arrêtez vos bêtises avec le bitcoin, sinon on vous coupe toutes les vivres, on vous donne plus l'argent qu'on vous a promis de vous prêter. Il a dit tant pis. Et il a continué sur son plan. Et aujourd'hui, le bitcoin est bien remonté en prix. Et sa réussite est juste fabuleuse. Hein. C'est un véritable génie. C'est pour ça qu'il est plébiscité par son peuple. Ce qu'il a fait pour le Salvador, c'est unique. Quoi. Ils disent tous, on a le meilleur président du monde. Oui. Ouais. Et justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, lorsque le FMI justement lui a coupé les vivres, il y a le Bitcoin, je pense que c'est le Bitcoin Bond qu'il a créé justement pour capter, en tout cas pour justement surfer sur le capital sympathique que a apporté l'adoption du Bitcoin et capter les financements internationaux des partenaires qui voudraient s'exposer d'une certaine façon au Bitcoin, oui, et contribuer justement à l'initiative qu'avait lancé le Salvador. Oui, alors c'est une très bonne idée, c'est un bond en Bitcoin. Alors il a annoncé assez vite, et puis finalement c'est long à mettre en œuvre. Il a fallu adapter toutes les lois, oui, et puis tu ne peux pas le lancer en plein bear market, il faut attendre que ça repousse. Oui. Mais le projet est toujours là, il est de plus en plus solide, et il a une liste d'investisseurs qui veulent participer à ça qui est énorme. Hein. Donc ça sera une réussite. Et donc l'idée avec cet argent, c'est de créer un gros pôle électrique avec toute une zone de volcan là, qu'il y a dans une ville qui s'appelle Berlin, Berlin ils disent. Et donc là, il y a la capacité de faire beaucoup de géothermie. Oui. Et donc le bond servira à financer les centrales géothermiques et le mining. Et ça sera la base de la source d'énergie d'une ville nouvelle qu'il appelle Bitcoin City. Donc on verra quand ce projet sortira de terre, mais le projet est toujours bien là. D'accord. Et vous avez déjà été au Salvador personnellement? Ah oui, plein de fois, ouais. Et plein de fois. De l'expérience sur place, est-ce que les gens utilisent réellement? Est-ce que cette adoption du Bitcoin a eu un impact en tout cas sur les gens localement? Est-ce que les gens utilisent le Bitcoin au quotidien? Je te disais, a priori, les gens ont l'habitude de se servir de l'argent liquide en local. Et ils n'ont pas tous des velléités de faire du commerce international et d'avoir l'utilité d'un compte en banque ou d'un compte Bitcoin. Mmh. Donc non, pas plus qu'en France, les gens ne se servent au quotidien du Bitcoin, à part dans des zones où il y a une économie qui est pratiquement une économie fermée, oui, où là on s'en fout de la volatilité. Voilà, on part du principe que 1000 Satoshi ça vaut un poulet, et ça vaudra pareil un poulet. Voilà. Mais au niveau global, non, c'est pas un bon outil de paiement pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de volatilité et que plus ils se renseignent sur le Bitcoin, moins ils ont envie de les dépenser. Ils se doutent bien que le prix va augmenter, oui, et que ça leur sert de réserve de valeur comme un louis d'or. Plutôt que de dépenser ça, ils vont dépenser les dollars. C'est le fameux la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise sa mauvaise monnaie et qu'on garde la bonne. De la même manière que moi, j'aime pas du tout dépenser mes bitcoins. Ni pour l'entreprise ni à titre personnel, parce que je sais que j'ai l'expérience maintenant. Au début, j'étais toujours hyper curieux de pouvoir dépenser mes bitcoins. Oui. Donc dès qu'on trouvait un magasin qui est proposé, on était content. Je me suis acheté une paire de Ray-Ban, je cite souvent cet exemple, mais je me suis acheté une paire de Ray-Ban en 2016, qui aujourd'hui, j'avais dû la payer 150 $. Aujourd'hui, elle vaut peut-être, j'en sais rien, 5000 $, tu vois. Donc c'était un mauvais achat. Oui. Et donc maintenant, je ne veux plus dépenser mes bitcoins dans des trucs futiles, je préfère les garder. Alors d'autres bitcoiners te diront qu'au contraire, il faut les dépenser, il faut les faire tourner dans l'écosystème. C'est ce qu'on fait quand on va dans les meet-ups, dans certains, au BEF par exemple, en France, là, tout était... ta bière, tu étais obligé de la payer en Satoshi. Oui. Voilà. Donc là, ils nous obligent à faire l'effort. Mais moi, j'y tiens pas particulièrement. Et donc la population salvadorienne, de la même manière, a trouvé un outil de réserve de valeur, mais ne s'en sert pas forcément pour payer. Ouais. Ça, c'est certain. Mais constate que c'est des bitcoiners qui viennent dans le pays, les touristes, et que ça a changé, oui, ça a complètement changé la physionomie du pays, l'économie du pays. Justement parce que selon certains chiffres que je consultais sur Internet, il y a eu un boom au niveau du tourisme au Salvador. Énorme, ouais. De plus de 40%. Ouais, 40% la première année, et puis c'est plus 30% tous les ans depuis. Donc ouais, la poussée est énorme. Le prix des terrains a augmenté, le prix des maisons a augmenté. Mais moi, quand j'y suis allé la première fois, il n'y avait pas de taxi.
tu n'avais pratiquement pas d'hôtel, il n'y avait pas de touristes. Personne n'allait dans un pays où tu avais une chance sur deux de te faire flinguer. Hein, Oui. tu vois. Et donc aujourd'hui, bah, les Salvadoriens ont monté des compagnies de taxi, ont monté des hôtels, enfin, s'occupent du tourisme. Le tourisme, nous en France, on nous enlèverait le tourisme, ça irait mal l'économie, tu vois. Donc eux, ça les a vraiment boostés. Et puis le pays mérite ce tourisme parce qu'il y a la mer, il fait très beau, il fait chaud, Ouais. voilà, c'est très peu pollué. Donc oui, c'est un pays qui est chouette. Le Costa Rica, qui est juste à côté, est une énorme destination touristique et le Salvador l'était pas du tout à cause de la violence. Donc maintenant, c'est en train de se rejoindre et c'est des pays qui se ressemblent beaucoup en termes de côtes, en termes de mer. Physiquement, ça se ressemble. Donc, en tout cas, on peut voir que l'adoption du Bitcoin, au-delà de l'aspect crypto, il y a eu quand même un réel impact au niveau du tourisme qui a eu des répercussions sur l'ensemble de l'activité économique du pays. Et justement, lorsque j'entends ça, paradoxalement, ça me fait penser à un pays qui est juste à côté, la Centrafrique, Oui. justement, qui a emboîté le pas au Salvador. Voilà, peut-être pas dans la même démarche, mais qui a également adopté le Bitcoin et aussi a lancé un projet de tokenisation des ressources naturelles. Bon, c'est assez flou pour moi parce que à l'époque, je me rappelle, j'avais lu le projet du Sango Coin et ça m'a pas intéressé plus que ça. Voilà, Parce mais que tu n'y as pas vu de logique, parce que c'était purement un shitcoin, hein, ça c'est sûr. Je peux le dire sans manquer de respect au président Touadéra, qui je pense est un président honnête, qui fait ce qu'il peut pour son pays, mais bon, ils partent de très loin, hein, c'est un pays qui est très difficile. L'ancien président lui mène la guerre avec une armée très solide. C'est un pays très très pauvre, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet. C'était un sacré pari d'adopter Bitcoin. Et surtout, en parallèle de l'adoption du Bitcoin, ils ont lancé le projet Sango, oui, qui, comme il était tout mal foutu, a dégoûté les Bitcoiners. Nous, on est assez maximalistes en général, les Bitcoiners. Et là, quand on voit que ce projet Sango d'un ni queue ni tête, bah, ça a calmé les ardeurs. Mais il y a aussi une chose qui manque, c'est la pacification du pays. C'est ce qu'a réussi à faire Bukele avant d'appeler les touristes. Il a réussi en même temps, tout ça s'est joué en même temps, il a réussi à vraiment pacifier son pays. Or, aujourd'hui, il faut être un peu courageux pour aller passer ses vacances en Centrafrique, quoi, hein. donc si on regarde... Donc il y a tout ça à réussir. D'abord, Oui. abandonner cette histoire de Sango, qui a été un échec commercial énorme, hein. Je crois qu'ils ont levé 2 millions de dollars. Un pays qui lève des fonds et qui lève 2 millions de dollars, c'est un échec considérable. Oui. Moi, pour mon entreprise, quand je lève des fonds, je peux faire 2 millions dans la semaine. Hein, et je suis une toute petite entreprise. Donc, pour donner un ordre d'idée, hein. Oui. Donc ça a été un échec. Donc il devrait dire on a fait un échec et c'est pas grave, on continue sur notre idée du Bitcoin. Oui. Et après, avec le Bitcoin, moi je lui avais proposé, quand on y est allé avec toute l'équipe, moi j'avais une idée en tête, c'est votre pays manque cruellement d'électricité. Or, vous avez une puissance fluviale énorme et il y a plein de projets hydroélectriques dans votre pays qui ont été étudiés. Il y a des gens qui ont dépensé des fonds pour faire ces études. Moi, j'ai visité le ministère de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie m'a montré les différents projets d'hydro qu'ils avaient. Il y en a plein, mais il faut les financer. Et ils n'avaient pas les financements parce que le pays n'est pas stable. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et moi, je lui ai dit, OK, ce qu'on peut faire, c'est vous montez un bond avec les artisans du bond de Bukele, les mêmes, Samson Mo, Max Kaiser. Si on avance, ils vous feront la même chose sur mesure. Et ça sera la même idée. Le bond va financer la centrale hydroélectrique. La centrale hydroélectrique, on la divise en deux. Il y en a la moitié qui part à la population, l'autre moitié qui ne sert qu'au mining. Et cette moitié-là, la finance. Et il m'a dit, c'est assez génial, ça m'intéresse beaucoup. Donc le dossier est toujours sur la table. Ils savent que je suis là dès qu'ils en ont besoin. C'est un pays souverain. S'ils ont besoin de nous, ils nous appellent. Ils estiment qu'ils n'ont pas besoin, c'est pas grave. Nous, on est allés. Ils ont eu la gentillesse de nous recevoir. Ils ont eu l'intelligence de nous écouter. Peut-être que ça prendra du temps, mais je ne désespère pas de voir que cette adoption du Bitcoin aura finalement eu des effets positifs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Rien n'a été fait pour que ça puisse progresser. Enfin, je pense, ou alors je ne suis pas informé, mais je pense qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait et que ce n'est pas la préoccupation première aujourd'hui du gouvernement, qui a plein de problèmes. Oui, justement, parce que je pense que le Salvador et la Centrafrique, et il y a quand même des similitudes, parce que c'est deux pays qui avaient également une instabilité au niveau, qui ont une instabilité, en tout cas pour le Salvador, c'est au passé, mais pour la Centrafrique, ça reste d'actualité, une instabilité au niveau sécuritaire. Oui. Et justement, le travail qui a été fait au Salvador, ça a été justement de pacifier
de faire ce travail de pacification-là avant l'adoption du Bitcoin Oui. qui a favorisé. Avant et pendant, parce que Avant moi, et pendant, parce que ça continue. moi, la première fois que j'y suis allé, il venait d'adopter les bitcoins. On Oui. y est allé peut-être 3 semaines après. Et à San Salvador, à l'époque, j'étais avec Yorick de Montbin, avec tout un tas de copains bitcoiners dans le centre-ville. À 17h, les gens sont venus nous voir. Ils ont dit: mais qu'est-ce que vous faites dans la rue? Dans une demi-heure, il fait nuit. C'est trop dangereux, il faut rentrer à votre hôtel. Donc c'était pas encore déjà pacifié. Mais sa mission, si elle paraissait impossible aux Salvadoriens, parce que tous les gouvernements s'y étaient cassés les dents sur les gangs, hein, Oui. parce que là-bas c'est des gangs ultra violents. Il y a quand même quelque chose qui lui a facilité le travail, c'est que les gangs sont tatoués. C'est ce qui détermine l'appartenance à tel gang. Oui. Et certains tatouages illustrent le fait que ce gars-là a commis un assassinat, 2, 3, 4, un viol. Ils sont fiers et ils se le mettent sur le corps. Donc c'est assez facile de lutter contre cette violence-là et de lui dire: toi là, toc, je te mets en prison. En gros, c'est ce qu'il a fait avec son état d'urgence. On dit qu'il a abandonné la démocratie, que ça devient un état autoritaire et tout. Mais enfin, quand un gars, sur son corps, c'est marqué qu'il a tué 5 personnes, est-ce qu'il a besoin d'un jugement qui dure 6 mois et tout ça, tu vois? Le procès arrive, mais en attendant, on peut se permettre de le mettre en prison en attendant le procès. Moi, ça ne me choque pas du tout. La problématique du président Touadéra en Centrafrique est totalement différente. En fait, l'État est divisé en deux. Avec lui et son autorité, il a été élu. Et l'ancien président qui n'est pas d'accord avec cette élection et qui a une grosse partie de l'armée avec lui. Donc, c'est vraiment des problématiques très différentes. La finalité est la même, la conclusion est la même, c'est la violence. Mais c'est pas la même violence, elle n'est pas du tout facile de la même manière à endiguer. Donc, ça veut dire que même sans l'erreur, puisque vous dites ça apparaît réellement l'erreur Sango a juste voilà, coupé le moral des bitcoiners. Mais dans tous les cas, ça aurait été très difficile. Voilà, dans tous les cas, ça aurait été difficile justement d'implémenter le Bitcoin en Centrafrique, puisque ça ne dépend pas uniquement de ce côté-là. Il y a tout un travail qu'il fallait faire, ailleurs. Oui, quand même, d'abord, il faudra qu'il y ait plus d'électricité dans Centrafrique pour pouvoir envisager un jour d'adopter vraiment le Bitcoin. Oui. Et puis, il faut pacifier le pays. Ça, je lui avais dit dès les premières minutes de notre entretien. Tant que ça ressemblera à une guerre civile chez vous, ça ne pourra pas se développer. Il faut sécuriser le pays en priorité. Tout à fait. On dit souvent des mineurs de Bitcoin qui sont maximalistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que le Bitcoin, c'est une œuvre qui s'approche de la perfection. Bon, aucune œuvre humaine ne l'est concrètement, mais le Bitcoin a ces caractéristiques-là, la décentralisation, avec aujourd'hui plus de 14 000 nœuds à travers le monde qui sécurisent le réseau Bitcoin. Un hash rate qui est assez puissant pour dépasser tous les meilleurs, en tout cas tous les supercalculateurs du monde. Donc c'est un réseau auquel il est très difficile de s'attaquer. Donc il y a la décentralisation, il y a la sécurité, il y a tout ce travail formidable avec la limite à 21 millions, avec l'inflation qui est décroissante et qui justement va permettre qu'à terme on arrive à 21 millions de Bitcoin et il ne pourra pas en avoir plus. Donc il y a ces différentes caractéristiques qui font de Bitcoin une monnaie pensée pour réussir, en tout cas penser pour donner de la souveraineté et de l'autonomie à l'économie à l'échelle mondiale. Bon, maintenant les bitcoiners, les maximalistes considèrent que bon, il y a Bitcoin et puis il y a les autres. Quel est votre... En tout cas, je pense que j'ai déjà une idée, mais j'aimerais justement que vous exprimiez là-dessus. Je pense que plus on avance, plus on évolue dans notre manière de voir les choses. Beaucoup de bitcoiners ont commencé par shitcoiner aussi, hein, parce qu'on ne faisait pas forcément la différence. Il y a le premier, Bitcoin, et puis tous ces rejetons qui sont arrivés derrière, dont certains avaient des promesses intéressantes. On se maximalise et on se radicalise un petit peu en avançant. Moi, c'est parce que c'est mon métier de miner, donc il n'y a que ça qui m'intéresse, le Bitcoin. Mais on considère aujourd'hui, je ne suis pas le seul, hein, j'en ai beaucoup discuté avec mes associés de Grand Angle Crypto, là, oui. On est associés dans l'entreprise CleanSat Mining, oui. Et ils intellectualisent beaucoup l'approche, alors que moi je suis le nez dans le guidon, j'ai moins le temps d'y penser. Mais la conclusion, c'est que Bitcoin, c'est l'argent, c'est la monnaie, oui. Et c'est surtout, je pense, la monnaie de réserve mondiale en devenir, l'étalon monétaire mondial en devenir. Et puis tout le reste, c'est la DeFi. C'est ce que permet de faire c'est ce qui permet de faire de la finance décentralisée, qui est une finance qui devient accessible au plus grand nombre, qui ne passe pas forcément par les mêmes niveaux d'intermédiaires. Donc vraiment, ça a du sens. Moi, a priori, moi, j'y connais rien en finance. J'ai jamais aimé ça. J'ai jamais acheté d'actions ni rien. Donc toute la partie finance centralisée ou décentralisée ne m'intéresse pas beaucoup. Oui. Mais je suis obligé de reconnaître des mérites à cet écosystème parce que justement dans le cadre de CleanSat Mining dont je te parlais là,
L'idée de Richard et de Guillaume, c'est de tokeniser les conteneurs. C'est-à-dire que nos conteneurs de mining, Oui. au lieu de le vendre en un bloc à un client, ou au mieux de le vendre en 356 machines qu'il y a dans un conteneur, c'est quand même un investissement assez lourd. Ça ne s'adresse pas à des gens qui n'ont pas d'argent. L'idée, c'était de pouvoir s'adresser à tout le monde, donc de le couper en toutes petites parts. Et donc, chaque conteneur, c'est une société, et chaque petit investisseur avec son token va acheter une petite part de cette société. Et il peut acheter des $10 de tokens qui vont être des vrais tokens de mining. Et ça, on peut le faire sur le RC20 assez facilement, alors que je ne sais pas encore le faire sur Bitcoin. Apparemment, ça serait faisable. Bon, moi, j'ai demandé, les gars, je veux faire ça pendant 5 ans à tout l'écosystème. Personne n'a su me monter ce que Richard et Guillaume de Grand-Ongle auraient su à monter en quelques temps. Et de Realty, parce qu'ils ont pris toute l'expérience de Realty, qui est un tokenisateur d'immobilier aux États-Unis. Oui. Et ça fonctionne très bien. Donc, Ethereum m'aide en fait, hein, tu vois. Donc, on peut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. C'est juste que moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le Bitcoin, c'est la monnaie de réserve. Le fait que chacun de tes auditeurs, là, c'est mon conseil, hein, doit acheter un petit peu de Bitcoin au niveau de sa capacité à le faire. $1, $10, $100 tous les mois. Et que ça va prendre beaucoup de valeur. Hein. Et je vois beaucoup de gens de nouveaux qui arrivent, surtout en Afrique, je le vois, mais je l'ai vu aussi au Liban. J'ai des copains, ils voient ce que je fais depuis des années, ils savent que je suis dans le Bitcoin. Ça fait des années que je leur dis achète un peu de Bitcoin et surtout fais-le en DCA un tout petit peu tous les mois. Oui. Et je les vois 2 ans après, je dis alors, elle me dit mais j'ai fait comme tu m'as dit. Hein. Moi j'ai pas pris du Bitcoin, j'ai pris du Polkadot. Et là ça me rend dingue. Je dis non, c'est pas du tout pareil en termes de réserve de valeur. Alors si on veut jouer et gagner de l'argent et faire des fois 1000, il faut aller vers les altcoins. Oui. Mais c'est extrêmement risqué, extrêmement risqué. Effectivement, il y en a qui vont faire du fois 100, voire du fois 500, voire du fois 1000. Mais il y en a tellement, il y a une telle masse d'altcoins qu'il faut trouver les bons. Hein. Donc après, ça devient un job à part entière. Hein. Et c'est un truc de joueur. Et moi, je suis pas du tout joueur. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est la sécurité du Bitcoin. C'est vraiment de l'or numérique, c'est totalement différent. Mais voilà, je suis pas un maximaliste haineux, je suis un maximaliste tout à fait tolérant avec l'autre écosystème. Chacun fait comme il veut. Hein. Donc justement, la place du Bitcoin, si je vous écoute bien, en fait, c'est la réserve de valeur. Et puis, bon, Bitcoin à lui tout seul ne peut pas couvrir tous les cas d'utilisation, en tout cas ne peut pas résoudre tous les problèmes. Les problèmes monétaires, si, je pense. C'est pour ça que pour moi, les autres crypto-monnaies ne sont pas des crypto-monnaies, sont des crypto-jetons. Oui. Hein, mais pour beaucoup, ça ne sera jamais des monnaies parce que ça n'a aucun intérêt de se les échanger en tant que monnaie dès lors que Bitcoin existe. Et qu'il y a quelques autres grosses crypto-monnaies qui font très bien le job. Bitcoin, c'est la monnaie, les autres sont les actions. Les autres, c'est la finance. Voilà. Et la finance, le jeu, le gaming, tu peux faire plein de choses avec. Ouais. Oui. Donc, c'est pas négatif du tout. Hein. Et la DeFi, encore une fois, permet de démocratiser la finance, d'aller toucher des gens. Je ne sais pas si à ton âge, tu aurais été le roi de la finance traditionnelle, tu vois, alors que tout cet écosystème t'est accessible. Donc, c'est un véritable progrès, hein, quand même. Tout à fait. Si justement Bitcoin, c'est cet outil en tout cas qui a le potentiel d'être, on va dire quoi, le prochain étalon monétaire, la monnaie de référence, il faut protéger Bitcoin, à tout prix. Voilà, comme le dit une expression très populaire, il faut protéger le soldat Ryan ou je sais pas trop, quelque chose d'arrivé. Il faut sauver le soldat Ryan. Voilà, il faut sauver le soldat. Je vois où tu veux en venir. Voilà. Donc de ce que je lis et des différents articles qui sortent récemment, il y a en tout cas une activité de minage qui se concentre aux US, comme ce qu'on a pu voir auparavant avec la Chine, avant le ban chinois. Donc, est-ce que la concentration de ces mineurs au Texas, dont vous avez parlé tout à l'heure, ça ne représente pas un risque pour Bitcoin avec les législateurs américains et tout ce qu'on voit comme activité autour de la régulation des cryptos aux États-Unis? Est-ce que ça ne représente pas un risque pour le Bitcoin dans le futur? Bien sûr, c'est une très bonne question. Sur le Bitcoin, comme sur tout, il y a des menaces et des opportunités. Pour moi, c'est une menace, la concentration du Bitcoin, où que ce soit. Ça l'était en Chine. Quand j'ai démarré, il y a eu jusqu'à 55-60% du mining en Chine. Ça, on a découvert le chiffre exact au moment du ban, parce oui. qu'en l'espace de 48 heures, on a vu le hash rate tomber de 50%, donc plus de 50%. Donc ça veut dire qu'ils avaient plus de 50% du hash rate. Oui. Aux États-Unis, on estime qu'aujourd'hui ils ont 35-40%, j'ai pas les chiffres ultra récents,
Mais c'est déjà une menace. C'est déjà une menace parce qu'aujourd'hui, le Texas fait vraiment un pont d'or aux mineurs qui veulent venir, parce qu'ils estiment qu'ils ont encore beaucoup de surplus sur leur réseau. Et donc, si ça dépasse largement 50%, on peut tout à fait envisager un État fédéral américain qui décide de discipliner les transactions, d'imposer un contrôle des transactions, et donc de discipliner le Bitcoin. Et quelque part, on perd pas mal de qualité de ce protocole. Donc, pour moi, c'est dangereux. Je pense qu'il survivrait très bien. Il survivrait très bien à ce genre d'exigence de l'État américain. Ça serait simplement différent. Ça deviendrait un autre Bitcoin. Donc moi, je travaille pour la décentralisation, la déconcentration du mining. Et je ne suis pas très inquiet parce que je pense que le continent africain va devenir un acteur majeur qui manque totalement sur la carte du mining aujourd'hui. Et donc ça va équilibrer les choses. Et puis aussi, beaucoup de gros mineurs américains commencent à comprendre ce risque que toi tu as identifié, tu vois. Eux, alors qu'ils sont dans le mining, des fois avec des 1000 mégawatts, ils n'avaient pas identifié cette problématique. Et là, maintenant, ils commencent à la comprendre. Donc il y a beaucoup de gros mineurs américains qui disent, OK, je fais encore 100 mégawatts aux États-Unis cette année, mais j'en fais 200 ailleurs. 200 en Amérique du Sud, enfin 100 en Amérique du Sud, puis 100 en Afrique, pourquoi pas s'il y a la place. Voilà. Donc je ne suis pas vraiment inquiet, moi je ne suis pas un inquiet de nature, parce que ça fait 7 ans, 8 ans que je regarde le Bitcoin évoluer, et ça va toujours dans le bon sens. Et on se met des nœuds au cerveau, des nœuds au ventre souvent, alors que ça passe au travers, et tout ce qui nous paraissait extrêmement grave à un moment donné se retrouve finalement un mauvais souvenir ou un souvenir rigolo, comme le fork du Bitcoin Cash. Oui. Ça a été extrêmement compliqué à cette époque-là. Nos investisseurs ne voulaient plus venir. Il y avait des doutes énormes sur la solidité de ce truc-là, qu'on pouvait forquer comme ça. Puis finalement, voilà, le Bitcoin Cash est mort, et puis Bitcoin en est sorti grandi. Justement, justement que Bitcoin est assez résilient avec le Bitcoin a survécu au ban chinois. Oui, c'est fou, hein. Avec plus de 50% du hash rate, donc les mineurs sont juste déplacés d'un pays à un autre. Donc, à un instant T, il y a eu une baisse du hash rate, mais avec les mois qui ont suivi, c'est remonté au fur et à mesure que les mineurs se déplaçaient et reconnectaient simplement le réseau ailleurs. Donc, on peut imaginer que demain, s'il y a quelque chose de similaire aux États-Unis, les mineurs vont simplement se déplacer d'un continent à un autre. Mais il y a une problématique également qui m'interpelle, c'est l'arrivée des ETF spot. Et la question que je me pose, c'est que on a toutes ces entreprises de minage. Derrière, ces entreprises lèvent des fonds auprès de partenaires traditionnels, parfois pour financer leur activité de minage. Et la main qui donne, c'est parfois aussi la main qui dirige. Et si la finance traditionnelle, elle obéit aux règles, elle fonctionne souvent de pair avec le régulateur, bien sûr, oui, tout à fait. Donc on peut également imaginer un scénario où le régulateur, par le biais justement de ces acteurs-là, a une emprise sur les mineurs. Je regardais récemment dans l'une des clauses de l'ETF spot de BlackRock, voilà, justement, qui s'arrogeait le droit de décider dans le cas éventuel d'un fork, quel réseau ils vont considérer comme étant le Bitcoin, c'est-à-dire le vrai Bitcoin. Parce que pour ceux qui nous suivent, dans le cas où il y aurait un problème sur le réseau Bitcoin, avec comme le cas que Sébastien a mentionné pour le Bitcoin Cash, il y a les mineurs décident quelle est la vraie chaîne, quelle est la chaîne principale. Et maintenant, il y a l'autre chaîne où les gens peuvent continuer à travailler dessus, mais celui-là, il prend un autre nom et c'est un autre Bitcoin, c'est pas le Bitcoin principal. Donc, BlackRock, justement, en tout cas, ça arroge le droit de décider éventuellement de quel sera le Bitcoin que lui va considérer comme Bitcoin. Et si BlackRock décide ça, avec l'influence qu'il peut avoir sur beaucoup d'acteurs, justement les acteurs du mining qui financent, on pourrait imaginer un scénario où ceux-là se rangent derrière BlackRock et par conséquent, BlackRock a maintenant le pouvoir de décider quel est le vrai Bitcoin. Oui, c'est le même problème. C'est le même problème qu'on a évoqué juste avant, sauf qu'en plus, tu as raison de le préciser, BlackRock est actionnaire maintenant chez les plus gros mineurs américains. Oui. Donc, ils ont un pouvoir de décision qui est énorme. Effectivement, il suffit de contraindre BlackRock, le régulateur, pour contraindre tous ces mineurs-là, qui représentent, comme on l'a dit, alors pas tout le mining américain, mais oui, peut-être 70% du mining américain, donc peut-être 30% du mining mondial.
Et oui, oui, je te l'ai dit, la concentration, c'est aujourd'hui une des menaces. Il faut bien comprendre que l'ETF spot ne va pas donner un pouvoir énorme à BlackRock dans la mesure où les gens se disent bon, ça y est, BlackRock a mis la main sur le Bitcoin, c'est fini. Mais en fait, ils arrivent trop tard pour mettre la main sur le Bitcoin. Ils ont laissé toutes ces années de mining avec 19 millions et demi de Bitcoin qui ont déjà été minés. Donc même s'ils raflent tout ce qui sort du mining aujourd'hui, ils n'auront jamais qu'1,5 million de Bitcoin. Donc ça ne les rendra jamais suffisamment dominants. Non, le vrai danger, il est vraiment sur ça, hein, sur une discipline sur les transactions qu'on aurait le droit de valider et celles qu'on n'aurait pas le droit de valider. Et ça, c'est inquiétant. C'est pour ça qu'il ne faut pas cette concentration aux États-Unis, ouais, j'en suis sûr. Mais je sais que les autres États ne vont pas laisser faire. Plus ça devient mainstream dans la tête des gouvernements, hein, oui, plus la lutte va devenir acharnée et les États vont soutenir les mineurs. On parlait du ban chinois aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 25% du mining qui est en Chine. Hein, donc, quand toute la presse occidentale et africaine a dit partout que le mining était interdit en Chine. En fait, il n'a jamais été interdit. La Chine s'est toujours gardé la possibilité de redémarrer son mining. Et en fait, il a redémarré très très vite, oui, parce que juste après le ban, 3 mois après, tu commences à avoir les dépôts de bilan des centrales hydroélectriques. Parce qu'il n'y a pas juste une compagnie nationale qui centralise tout en Chine. Tu as plein de petites compagnies d'électricité. Rien que dans le Sichuan, tu as 500 barrages hydroélectriques. Enfin, 500 centrales hydroélectriques, parce qu'il y en a pas mal au fil de l'eau. Ces centrales-là, il y en a plein qui avaient des clients mineurs. Quand on a recoupé les mineurs, ils se sont retrouvés comme ça, quoi. Donc, il y a eu une remontée du syndicat de l'hydroélectricité auprès du gouvernement. Et très très vite, mais moi j'avais des collègues mineurs qui n'ont jamais bougé leur machine. Oui. Ils m'ont dit on a coupé, on attend de rallumer. Puis, ça a l'air vraiment d'être de la répression quand même, vous n'avez pas peur? Non, non, on n'est pas inquiet. De toute façon, nous on ne veut pas aller miner ailleurs qu'en Chine, on ne connaît pas les autres pays, on ne veut pas y aller, on attend. Et ils ont attendu pas très longtemps, ils ont redémarré. Et il y a une... si la Chine ne veut pas laisser les États-Unis prendre la domination, il ne faut pas oublier que toute la production des ASIC, des machines, est en Chine aujourd'hui. Oui. Donc c'est beaucoup moins dangereux la concentration aux États-Unis qu'elle l'était à l'époque de la Chine, qui non seulement avait 60% du mining, mais en plus avait toute la production des ASIC. Voilà. Oui, justement parce que c'est assez important pour le souligner. Donc cette même menace de concentration, elle existe aux États-Unis, mais c'est tellement moins dangereux qu'à l'époque que moi je suis détendu. Non, justement, puisque je voulais le rappeler, les machines qui servent à produire du Bitcoin, un peu des super ordinateurs qu'on appelle les ASIC, sont produites à majorité, quasiment 100% en Chine, 100%, voilà, 100% en Chine par des entreprises comme Antminer, si je ne me trompe pas justement. Donc à l'époque où il y avait la concentration, une grande concentration du minage en Chine, il y avait également la concentration au niveau de la production du matériel. Donc ça fait que la Chine avait un quasi monopole. La Chine pouvait tout à fait décider de faire des attaques à 51% sans fin sur le Bitcoin et vraiment abîmer la réputation du protocole. C'était vraiment, ils avaient une force de frappe incroyable. Il y a une époque où on peut penser qu'ils ne pouvaient vraiment pas le détruire, mais le faire tomber pratiquement à zéro. Oui. Et ils n'ont pas saisi l'opportunité. Donc demain, avoir des mineurs de Bitcoin dans son pays, ça risque d'être un enjeu de souveraineté, ou oui, en tout cas un poids à l'échelle internationale, peut-être dans les négociations. En enjeu de souveraineté, c'est marrant parce que j'ai raconté ça à l'Assemblée nationale en 2018 quand à la commission Persson, vous savez que l'État français s'était intéressé aux cryptos et voulait sortir, parce que nous on est toujours à vouloir réguler avant même d'avoir commencé à produire. Donc la commission Persson était là pour réguler les crypto-monnaies. Et donc j'avais fait un petit discours à l'Assemblée pour leur expliquer que c'était une question de souveraineté. Oui. Et en fait c'est ça, c'est que si ça devient une monnaie de réserve, ce que je pense qui va s'imposer d'elle-même, parce qu'on a besoin d'un étalon monétaire, et depuis 1971 il n'y en a plus, je pense que ça va s'imposer comme ça, et les autres États vont être super jaloux que les États-Unis aient la main mise sur tout le bazar, quoi. Alors que si les autres États sont gourmands de miner, ils bloqueront le déploiement des États-Unis de façon à ce que les États-Unis n'aient jamais 50%. Voilà, c'est ça l'idée. Je sais déjà que les Russes, maintenant, ils commencent à comprendre. Il y a un gros remining qui s'implante en Russie. Et surtout, Poutine, dès l'année dernière, a dit à sa banque centrale que non, il n'interdirait pas le mining. Donc, tu vois, ça commence à devenir un sujet de souveraineté dans la tête des gouvernants. Justement, ça m'amène à ma prochaine question. Dans les 5 prochaines années, où est-ce que vous voyez Bitcoin? En prix? Ouais, non, peut-être en prix, en matière d'adoption également. 5, c'est trop court parce que je serai encore là pour en parler. Et si je me suis planté, vous allez vous moquer de moi. Je préfère parler à 20 ans parce que je serai en retraite et je serai plus interrogé. Maintenant, est supérieur à jamais. Donc, il va continuer à prendre de la valeur, il va continuer à s'implanter partout.
On va continuer, je pense, dans les 5 ans à améliorer le système Lightning Network qui permet d'envoyer des bitcoins pratiquement sans frais, des toutes petites portions. Hein. On peut faire un paiement de moins d'$1. Voilà, pour moi tout va dans le bon sens et tout va à son rythme. Pour l'instant, le système financier mondial ne s'est pas encore écroulé sur lui-même, donc il n'y a pas d'urgence à ce que Bitcoin puisse prendre le relais. Oui. Mais il sera prêt peut-être pas dans 5 ans. Hein. Je pense que la problématique des L2, des Layer 2, donc comme le Lightning Network, dans 5 ans ne seront pas encore aboutis. Pour que ça devienne un système d'échange mondialisé, vraiment que tout le monde s'en serve, je pense qu'il faudra encore un peu plus que 5 ans. Donc on demande aux banquiers centraux de ne pas faire couler le système traditionnel dans les 2-3 ans qui viennent, parce qu'on n'est pas prêt à prendre le relais. Voilà. On ne peut pas trop leur faire confiance pour ça non plus. ouais, mais pourtant c'est ce qu'on leur dit, hein, au lieu de taper tout le temps sur Bitcoin, s'ils font bien leur boulot, Bitcoin a moins de succès, voilà. Ça dépend que d'eux en fait. Justement, qu'est-ce qu'il peut arriver de mieux à Bitcoin pour les prochaines années en tout cas, et à l'inverse le pire? Alors là, c'est une question piège, hein, parce que je trouve que tout ce qui se passe pour le Bitcoin va dans le bon sens. Oh, bah, peut-être un président bitcoiner aux États-Unis, ouais. Et il y a des chances. Il y a des chances, parce qu'il y a de plus en plus de candidats maintenant qui se disent pro-Bitcoin. Tu vois, il y a Milei en Argentine qui se dit pro-Bitcoin. Maintenant, il y a Bukele, il y a Touadéra. C'est fou, hein. J'ai écrit un article pour bitcoin.fr en 2018 où je disais que l'adoption du Bitcoin passerait aussi par les politiques, les candidats qui allaient devenir présidents et qui sont bitcoiners au fond d'eux. Oui. Et on est en train de voir ça aujourd'hui. On envisage une paire Trump-Kennedy. Ça commence à se dire beaucoup dans les journaux. Et qui dirait avec Kennedy comme vice-président. Kennedy est ultra pro-Bitcoin. Il l'a déjà dit des milliers de fois. Donc, ouais, ça pourrait être... alors, je ne suis pas un fan de Trump du tout. Mais un président américain, un président de gros États, pas forcément des États-Unis, mais de gros pays qui soient pro-Bitcoin et qui soient un pro-Bitcoin assumé, comme les Bukele, ouais, ça serait pas mal. Et à mon avis, ça va se faire. Ouais. On l'espère. Alors, si ça pouvait être des présidents qui ne présentent pas trop de particularités, qui soient... parce que Milei, il passe pas du tout en France, par exemple. Tu vois, les gens ne comprennent pas, ce mec, il est fou, c'est un cinglé, avec sa tronçonneuse. Là. Ouais. Ils ne veulent pas aller faire un tour en Argentine et puis se mettre dans la peau d'un Argentin pour dire que ce mec-là, finalement, il est un peu original, mais c'est rien par rapport à l'état économique du pays qui est catastrophique. Ce qui est remarquable, c'est pas le fait qu'il ait des bacchantes et qu'il ait une tronçonneuse à la main, c'est que son pays est tellement à la ramasse qu'il peut peut-être le sauver. Mais bon, s'il y avait un profil moins clivant. Voilà, c'est le mot que je cherchais, moins clivant que Milei, c'est mieux. Donc voilà, oui, c'est ma réponse. Des hommes politiques sympathiques dans des gros pays qui soient bitcoiners, c'est bien. Ça faciliterait l'adoption en tout cas. Ouais, ça faciliterait bien sûr, oui. Et à l'inverse, le pire. Ouais, moi je ne veux pas envisager le pire. Hein. Mais bon, on a fait un peu le tour. Ce serait effectivement. Parce que également, parfois, l'un des meilleurs moyens de préparer l'avenir, c'est d'anticiper ce qui peut se passer. Voilà, peut-être dans votre activité de minage également, vous imaginez souvent des scénarios catastrophes. Si peut-être, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Oui, le scénario catastrophe, c'est que le prix ne continue pas à monter. Pourquoi? Parce que, tu le sais, on a 2 modes de rémunération, nous les mineurs. La création monétaire, le supply. Et puis les fees. Et l'idée qu'on a tous, c'est que les fees vont finir par suffisamment payer les mineurs pour qu'il n'y ait plus besoin de la création monétaire. Oui. Parce que la création monétaire, elle est fondante. Dans 2 mois, là, ça passe à 3,125 bitcoins toutes les 10 minutes, alors que là, c'est 6,25. Avant, c'était 12,5, puis avant 25, puis avant 50. Oui. Donc, on va se retrouver là dans très peu de temps, dans 12 ans, avec des pouillèmes, des satoshi en récompense, tu vois, et plus des bitcoins entiers. Et on peut se dire que bah, du coup, vu que tu n'as que des pouillèmes, là, il faut quand même que chaque pouillème vaille beaucoup d'argent, donc il faut que le prix ait augmenté. Voilà. Et pour l'instant, ça marche très bien. Parce que si tu regardes aujourd'hui ce que rapportent les fees aux mineurs, c'est plus que la totalité de ce que rapportait le mining il y a 7 ou 8 ans. C'est-à-dire la création monétaire plus les fees rapportait moins en dollars que ce que rapportent les fees aujourd'hui. Donc le schéma fonctionne. Mais est-ce qu'il fonctionnera encore dans 15 ans ou dans 30 ans? On n'a pas de certitude. En tout cas, c'est le Bitcoin. Si dans 30 ans, il est toujours à 40 000, c'est sûr que les fees ne vont pas suffire les fees et les tout petits satoshi qui sortent vont peut-être pas suffire à payer les mineurs. Donc oui, ça c'est un risque. Oui, donc en fait, ça ramène à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire d'un côté, il y a les charges au niveau de l'électricité, de l'Internet et bref,
de l'équipement qu'il faut payer. Et de l'autre côté, il faut justement que le Bitcoin qui est produit ait suffisamment de valeur pour pouvoir rentabiliser cet investissement. Exactement. Et inciter le mineur, parce que le mineur, c'est une activité économique. On ne le fait pas juste pour l'amour de Bitcoin, puisqu'il y a des charges à gérer. Mais t'imagines, quand on produira plus de Bitcoin, il faut que ce soit les fees qui soient suffisamment chers pour nous faire coûter. Ouais. Et à ce moment-là, il faudra un Bitcoin très élevé, en tout cas en termes de prix. Donc, tant qu'on en produit encore un peu, s'il est très élevé, les quelques sats qu'on va prendre seront des grosses sommes finalement, tu vois. Oui. Mais si on veut que ce soit les fees, uniquement les fees qui prennent le relais, ça voudra dire que c'est une monnaie qui s'est beaucoup développée, donc il y a énormément d'échanges. Et s'il y a énormément d'échanges, ça voudra dire que le prix a monté déjà. Tu vois. Donc dans tous les cas, il faut qu'ils prennent beaucoup de valeur. Et la mauvaise nouvelle, ça serait qu'ils n'en prennent pas. Mais je vois pas comment c'est possible parce qu'il est limité à 21 millions. Oui. Et que c'est le seul actif au monde qui est réellement, totalement capé. Même l'or ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, on estime que la réserve d'or mondiale, c'est un cube de 21 mètres d'arête. Tu as largement dans le sol mondial de quoi doubler ce cube. Oui. Alors que les 21 millions de bitcoins, tu ne pourras jamais les passer à 42. Justement, si on regarde les choses sous cet angle, ça veut dire qu'on est plutôt favorable à l'arrivée en tout cas à l'arrivée, je dirais, bon, de la DeFi, entre guillemets, ou en tout cas de tout ce qui se développe en superposition de Bitcoin, puisque ça ramène de la transaction, ça ramène énormément de transactions de façon journalière, et par conséquent, si on anticipe sur l'avenir, étant donné que ce sont les frais qui vont constituer la principale rémunération des mineurs, c'est une bonne chose pour Bitcoin. Dans tous les cas, Bitcoin n'en serait pas là aujourd'hui en termes de prix et en termes de réputation sans Ethereum, qui a permis tout ce développement et qui a amené beaucoup d'argent dans l'écosystème. Oui. Et quand un shitcoin s'écroule, ça veut dire que l'argent se redistribue et souvent tu rentres en achetant je dis n'importe quoi, du XRP, et puis au bout de 2 ans tu te rends compte que le XRP c'est le shitcoin des shitcoins et tu décides de remplacer tes XRP par du Bitcoin et ça fait monter la valeur du Bitcoin. Donc tout l'écosystème finalement finit par servir Bitcoin. Ouais. Donc justement, même l'argent qu'il y a autour dans les autres cryptos, ça finit par revenir sur Bitcoin parce que les gens sont à la recherche d'un outil qui va leur permettre parfois de conserver la valeur qu'ils ont engrangée sur du long terme. C'est indispensable parce que tout le monde réalise que mettre de l'argent sous le matelas, voilà, si tu économises tous les mois en liquide, et dans 5 ans tu regardes, tu as une perte de pouvoir d'achat énorme là. Tu la vois, la courbe du dollar. Aujourd'hui, avec 100 $, tu remplis le fond de ton chariot de course, alors qu'il y a 20 ans, tu le remplissais entièrement. Donc, c'est évidemment qu'il faut une réserve de valeur. L'or est une très bonne réserve de valeur, et c'est pour ça que ça prend toujours beaucoup de valeur. Mais le Bitcoin est encore une bien meilleure réserve de valeur, c'est certain. Donc, on peut se faire des scénarios catastrophes, mais moi, je suis plus du tout inquiet. Du tout inquiet. Mais on a vécu des angoisses, et puis après, tu apprends à les relativiser, parce que je te dis, un truc comme le fork pour le Bitcoin Cash, 2017, 2018 ou 2016, je sais plus, 2017, c'était une catastrophe, vraiment, c'est très compliqué. Moi, je pensais qu'ils étaient en train de faire exploser le truc de l'intérieur. Et puis, c'était des leaders du Bitcoin qui ont mené ça, surtout. C'était les plus gros mineurs de Chine, c'était des influenceurs énormes, les seuls qu'il y avait pratiquement, des mecs comme Roger Ver et tout, et des vrais renégats. Et ils ont vraiment essayé de s'approprier le Bitcoin et de le détruire. Hein, donc, on a vécu quelque chose de très grave, et donc aujourd'hui, tout me paraît anecdotique. En tout cas, le réseau est beaucoup plus développé aujourd'hui, est beaucoup plus résilient qu'à l'époque. Ah bah oui, carrément, et puis beaucoup plus reconnu, encore une fois, par tout le monde. Ouais. Eh bien, ça a été une discussion assez enrichissante. Nous avons beaucoup parlé d'électricité, du développement du mining en Afrique et dans le monde, les enjeux de l'adoption du Bitcoin au Salvador comme en Centrafrique. Et voilà, on apprend beaucoup de choses à votre compagnie, Sébastien Goussou. Merci. Et voilà, on espère en tout cas que très prochainement, on aura l'occasion de découvrir une activité de minage de nos propres yeux, parce que c'est assez intéressant pour des passionnés de crypto. Voilà, de voir comment sont produits ces fameux bitcoins. Et si je devais sortir de cette interview avec une dernière question, c'est en dehors de l'activité de mining de bitcoin, est-ce qu'il y a autre chose que vous prévoyez en tout cas déployer en Afrique, peut-être en parallèle des initiatives parallèles? Oui, alors ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies, mais il s'avère que les conteneurs de mining dégagent beaucoup de chaleur, et que
on a décidé de se servir de cette chaleur, de ne pas la gaspiller. Et donc il y a différents projets. Là, avec le parc des Virunga, ils ont une chocolaterie, ils produisent du chocolat et ils ont de plus en plus de capacité à en produire parce qu'il y a de plus en plus de production de cacao par des tout petits producteurs, mais qui leur en amènent de plus en plus. Et donc là, ils ont décidé de multiplier par 50 leur production de coco-masse et de tablettes de chocolat. Oui. Et pour ça, ça les oblige à attaquer le marché américain, le marché européen. Et là, il y a des normes qui leur imposent de stériliser les fèves de cacao et de les sécher avec une ventilation mécanique, de l'air chaud qui est soufflé de façon à ce que ça sèche beaucoup plus vite que le process naturel. Oui. Et donc là, le conteneur de mining, les Virunga ont acheté un conteneur de mining pour faire le séchage des fèves de cacao. Donc tout le chocolat qui va sortir des Virunga sera séché avec des machines à Bitcoin. Donc ça sera le vrai chocolat Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut reproduire pour le cacao, mais aussi pour le café, mais aussi pour les fruits. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans l'autre centrale sur laquelle on travaille, on a la ferme. Parce que là, la chocolaterie, c'est à un bout du parc, et nous, notre ferme, elle est à l'autre bout du parc des Virunga. Et là, on a 10 mégawatts de chaleur, et on a décidé de faire du séchage de fruits. Donc là, c'est pour faire du cuir de fruits. Tu mixes une mangue, par exemple, et le process est simple, hein, tu le mets à sécher avec de l'air chaud. Voilà. Il existe des fours spécifiques pour faire du cuir de fruits, et l'ASIC, le conteneur d'ASIC a exactement les mêmes caractéristiques de production d'air chaud qu'un four spécifique. Donc, et en Afrique, il y a beaucoup de fruits perdus, énormément de mangues qui pourrissent et tout ça. Donc, il est évident que si on monte quelque chose ici au Cameroun, on fera une production de fruits. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est intéressant parce que autant le mining crée de l'emploi, mais souvent on nous dit oui, vous ne créez pas d'emploi. Si, on crée de l'emploi, mais très peu. C'est vrai que par rapport à la puissance électrique et par rapport à une autre industrie qui aurait la même puissance électrique, on a beaucoup moins de salariés. Mais c'est des collaborateurs très pointus, très formés. Et donc, c'est quand même super d'avoir cette compétence. Tu vois, là, au Congo, en RDC, on a des techniciens mining qui sont extraordinaires en termes de compétences parce qu'on est tellement isolé qu'on est obligé de savoir tout faire. Mais en revanche, ce n'est pas un gros nombre d'emplois. Si on met avec 10 mégawatts pareil, tu vois, c'est 15 salariés, 17 salariés pour 10 mégawatts. Si on met 10 mégawatts de séchage, ça veut dire qu'on fait des tonnes de fruits par jour et qu'on a peut-être 50, 100, 200 collaborateurs et collaboratrices qui s'occupent de couper les fruits, les mixer, s'occupent de ça. Et donc tu t'amènes de l'emploi qui n'est pas forcément de l'emploi très formé, mais tu amènes du boulot, tu amènes du job dans des régions où il y a un chômage galopant. Oui, justement, dans les zones rurales, je pense que le besoin parfois c'est même plus au niveau de ce type d'emploi-là, des activités qui ne demandent pas trop de qualification qu'une personne avec un niveau d'éducation moyen, voilà, peut facilement accomplir. Exactement, et puis c'est des travaux qui sont simples, mais en même temps physiquement pas très durs. Donc ça peut être totalement mixte, des hommes, des femmes qui font ce travail-là. Enfin, nous, on est très impliqués au Nord Kivu. Les jeunes, c'est 75% qui sont au chômage. Tu vois, c'est un taux énorme. Donc chaque emploi qu'on peut amener, ça coupe les pattes de la ressource de tous ces jeunes qui est la ressource principale des troupes rebelles. Parce que pourquoi il y a de plus en plus de rebelles? Parce qu'ils ont de la main-d'œuvre et qu'ils leur donnent $100 par mois pour porter une Kalachnikov. Ben, c'est mieux que rien. Donc les gars s'enrôlent dans les troupes rebelles pour ça, pour $100 par mois. En faisant du fruit, on arrivera à leur donner autant, voire plus, sans problème. Et ils préfèrent couper du fruit que d'aller porter une Kalachnikov et risquer leur vie, en plus, dès leur plus jeune âge, quoi. D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi et j'espère que la fois prochaine, quand tu me recevras, d'abord on pourra visiter un conteneur et puis que tu me diras tu, parce que j'arrête pas d'insister et tu m'as vouvoyé. Et j'ai honte, hein, les gens vont dire c'est quoi ce gars qui tutoie la personne qui le vous voit, mais c'est ta faute, tu dois me tutoyer.